Est-ce que vous savez ce qui unit ces des 10 sprinters les plus rapides du monde? Ils sont rapides? Oui, mais non. Ah si, ça y est, j'ai trouvé, ils sont américains. Et bien même pas. Non, ce qui les unit tous, c'est qu'ils ont tous été contrôlés au moins une fois positifs à un produit dopant. Si vous avez suivi les informations aux alentours du 9 novembre 2015, vous avez peut-être entendu parler d'un petit cataclysme dans le monde du sport et en particulier dans le monde de l'athlétisme. Et ce petit cataclysme est venu d'une commission indépendante de l'Agence mondiale antidopage. Elle a mis en évidence, en Russie, un système de dopage et de falsification des preuves de niveau quasiment industriel, à tel point que le rapport conclut qu'il paraît impossible que les autorités ne soient pas au courant et surtout qu'elles faciliteraient carrément les démarches. Quoi ? Tu veux dire que dans un grand pays comme la Russie, toutes les athlètes ne sont pas propres et que le gouvernement pourrait camoufler ça ? Heureusement que les Chinois et les Américains font ça correctement. Cette fraude concernerait toutes les disciplines et toutes les fédérations, à tel point que les instances internationales envisageraient de priver les athlètes russes de JO en 2016. Alors le dopage dans le monde du vélo, on sait tous qu'il est possible et qu'il existe, et il y a toujours une part de doute. Et honnêtement, quand je regarde le vélo, je me demande toujours quand est-ce qu'ils vont se faire gauler. Mais pour le dopage dans l'athlétisme, ça semble être un choc pour tout le monde, alors que c'est absolument pas la première fois. Il y a eu Ben Johnson, il y a eu l'affaire Balco avec Marion Jones et Tim Montgomery, et là je vous parle que des Amériques, parce qu'il y a aussi eu l'Allemagne de l'Est, la Chine, etc. Bon, là le niveau semble pas être le même exactement. Mais si on revient à nos histoires de sprinters, en ce moment il n'y a que Usain Bolt, Maurice Green et Nesta Carter qui sont censés être clean. Et Carl Lewis. Mais Carl Lewis fait plus partie du top 10. Qu'on soit bien d'accord, le dopage peut toucher tous les sports. Absolument tous. Du curling au 100 mètres en passant par le tir à l'arc, tous les sports peuvent, et j'insiste bien là-dessus, peuvent être concernés. Donc aujourd'hui on va voir qu'est-ce que c'est que le dopage, et on va prendre comme exemple le plus classique, le PO. Qu'est-ce qu'on appelle le dopage? Le dopage, c'est l'ensemble des substances ou des méthodes qu'un sportif peut utiliser pour améliorer ses performances, qu'elles soient physiques ou mentales. En gros, se doper, c'est tricher de manière médicale. Et comme tricher c'est mal, et cette vidéo va être labellisée Coubertin Approved. Pour la petite histoire, la première fois que le dopage est interdit par une fédération, c'est en 1928 par l'IAAF, l'International Association of Athletics Federations. En gros, la Fédération internationale d'athlétisme. Et rapidement, les autres fédérations vont la suivre. Alors c'est bien, hein, mais c'est un peu du vent parce qu'il n'y a aucun contrôle qui est fait sur les sportifs. Et comble de l'ironie, c'est en 1966 que la FIFA et l'UCI, l'Union cycliste internationale, font partie des premières fédérations à mettre en place des contrôles dans leur sport. Bullshit. Et c'est en 1998 que la roue tourne avec l'affaire Festina. Énorme scandale dans le monde du cyclisme et dans le sport en général. Là, tout le monde se met d'accord pour dire qu'il faut mettre un cadre précis en place et surtout des mesures contraignantes de lutte contre le dopage. C'est sous l'impulsion du CIO, le Comité international olympique, que toutes les fédérations et tous les gouvernements se réunissent à Lausanne, en Suisse, en février 1999. Et suite à cette conférence, est créée en novembre 1999 l'Agence mondiale antidopage, l'AMA. L'Agence mondiale antidopage, c'est Elle Latolière. C'est une organisation privée et indépendante qui établit le code antidopage international, qui détermine si un produit est utilisable ou non et ses règles d'utilisation, et qui établit la liste des substances interdites et considérées comme dopantes. C'est maintenant qu'on va rentrer dans le vif du sujet. Qu'est-ce qui est considéré comme du dopage? La liste des substances et des méthodes considérées comme dopantes est absolument gigantesque. L'AMA fournit une liste qui est réactualisée tous les ans et on va vous mettre un lien dans la description. Alors je ne vais pas toutes vous les décrire parce que ce serait beaucoup trop long et rapidement chiant, mais vous allez voir que cette liste comporte des choses qui sont évidentes, des choses qui sont beaucoup plus subtiles et des choses qui sont carrément surprenantes car d'allure parfaitement anodine. Alors tout d'abord les choses évidentes. Les classiques quoi. Le plus classique, c'est ce qui augmente la masse musculaire ou la quantité de globules rouges dans le sang. Alors on peut citer les anabolisants comme la testostérone ou les facteurs de croissance comme l'hormone de croissance ou le PO. Ensuite on trouve les stimulants. Alors ils boostent le mental et augmentent la tolérance à l'effort. On peut retrouver par exemple la cocaïne ou les amphétamines. On y trouve aussi les antidouleurs puissants, les opioïdes comme la morphine, qui permettent de poursuivre l'effort malgré la douleur. Tous ces produits sont interdits parce qu'ils augmentent artificiellement les performances des sportifs. Mais il n'y a pas que ces produits-là qui sont interdits. Il y a certaines substances qui ne sont pas considérées comme dopantes mais qui sont interdites dans certains sports. Par exemple,
L'alcool et le sport automobile, mais là aussi c'est plutôt évident. La nicotine du tabac et la caféine sont elles surveillées mais pas considérées comme dopantes. Dans les choses subtiles, on trouve des produits qui n'augmentent pas réellement les performances mais qui cachent les produits qui augmentent les performances. On appelle ça des agents masquants. Dans les agents masquants, on trouve les diurétiques par exemple. Alors les diurétiques, c'est des médicaments qui font faire pipi et qui sont très utiles dans les problèmes de tension artérielle et les problèmes de cœur. Bon là, ils sont interdits parce qu'ils favorisent l'élimination des produits dopants. On y trouve également des méthodes. Alors une méthode, c'est pas vraiment un produit, c'est une technique médicale. Et l'une de ces techniques, c'est l'autotransfusion. Vous allez voir, le principe est assez simple. À distance des compétitions et pendant sa préparation, le sportif se fait prélever régulièrement des poches de sang qui sont conservées comme à l'hôpital. Ces poches de sang, c'est des véritables concentrés de globules rouges. On appelle d'ailleurs ça un concentré globulaire. Et juste avant la compétition, ces poches vont être réinjectées au sportif. Moralité de l'histoire. Le sportif se retrouve avec un surplus de globules rouges, ce qui va lui permettre de soutenir des efforts beaucoup plus importants car il peut le transporter beaucoup plus d'oxygène. Donc là on a envie de se dire, pas de produits dopants, donc pas de traces, pas besoin d'agents masquants, ça paraît carrément imparable. Sauf que non en fait, parce qu'un taux de globules rouges aussi élevé, ça se voit très bien sur les prises de sang et puis c'est absolument pas naturel, donc c'est complètement zéro. Et pour finir, il y a les choses surprenantes. Et alors vous allez voir que la vie de sportif, c'est pas facile tous les jours. On trouve par exemple dans les substances interdites la ventoline, qui est un médicament qui est utilisé contre l'asthme. Et bien ça, c'est interdit. Le but de la ventoline, c'est d'ouvrir en grand les poumons. Alors pour un asthmatique qui fait une crise, c'est hyper pratique, et pour un sportif, c'est très pratique aussi parce que ça lui permet d'ouvrir encore plus grand ses poumons et de récupérer encore plus d'oxygène quand il respire. Donc c'est interdit. Et en plus, ça a un petit effet anabolisant. On trouve également l'insuline, qui est un médicament utilisé par les diabétiques. L'insuline, c'est une hormone qui est anabolisante et qui fait rentrer plus de sucre dans les muscles, donc elle est interdite. On trouve également les corticoïdes. Alors eux, ils maintiennent éveillés et diminuent les douleurs. Et de temps en temps, les médicaments utilisés peuvent être pris en toute bonne foi. Je pense principalement à la pseudoéphédrine. Alors la pseudoéphédrine, c'est une substance qu'on trouve dans les médicaments qu'on prend en cas de rhume pour décongestionner le nez. Et au-delà d'une certaine dose, qui n'est pas très élevée, c'est considéré comme du dopage. Et là, vous vous rendez compte que ça peut rapidement devenir très contraignant. Il devient difficile de pouvoir donner des médicaments à un sportif. Et certaines athlètes se font accuser à tort de dopage parce qu'ils se font contrôler positifs pour une trace de médicaments interdits sur une prise parfaitement anodine. Ensuite, on ne prend pas par hasard des anabolisants, de la cocaïne ou des amphétamines. Mais des fois, c'est discutable. Certains sportifs utilisent quand même ces médicaments parce qu'ils en ont besoin. Il y a des dérogations. Je pense principalement à l'insuline pour les diabétiques et à la ventoline pour les asthmatiques. Alors par contre, il faut monter patte blanche. Il faut monter un dossier. C'est long, c'est compliqué, c'est très contraignant, mais c'est possible. Voilà, il existe en gros un grand jeu du chat et de la souris entre les instances sportives internationales et certaines personnes peu scrupuleuses dans le monde du sport. Athlètes, coachs, médecins, préparateurs sportifs et d'après ce rapport, a priori, même les gouvernements. Pour ma part, je pense que la majorité des athlètes sont clean. C'est le doute engendré par une minorité qui jette le discrédit sur la majorité. C'est la fameuse minorité bruyante. Au-delà du côté triche, le dopage, c'est pas naturel. J'aime pas ce terme naturel, la nage papillon, c'est pas naturel non plus. Et médicalement, il comporte des risques. Les anabolisants, par exemple, engendrent des problèmes de cœur, des problèmes sexuels et des problèmes de cancer. Allez, au hasard Balthazar, les testicules. L'alcool, la cocaïne, les amphétamines, je vais pas m'étendre sur le sujet, mais c'est pas bon non plus. L'hormone de croissance, par exemple, engendre des problèmes de croissance, alors principalement au niveau osseux, mais également des problèmes de reins et des problèmes de cancer. Et l'insuline peut engendrer des comas. Bref, vous avez compris le principe. Et pour illustrer mon propos et faire une blague pourrie à la fin de l'épisode, je vais prendre comme exemple celui par lequel tout a commencé en 1998, l'EPO. EPO, ça veut dire érythropoïétine. C'est une glycoprotéine produite naturellement par l'organisme au niveau des reins. Et l'EPO stimule la moelle osseuse afin qu'elle produise des globules rouges. Oui, alors parce que les globules rouges sont fabriqués dans la moelle osseuse. Comme des globules rouges meurent tous les jours, il y a une sécrétion de base d'EPO dans l'organisme. Ça permet de maintenir un taux de globules rouges relativement constant dans le sang. Il y a plusieurs paramètres qui modulent la sécrétion d'EPO par l'organisme, mais le plus important des stimulants de la sécrétion d'EPO, c'est le taux d'oxygène dans le sang. Ce qui se passe au niveau de nos rognons, c'est assez simple. Quand les cellules ne reçoivent pas suffisamment d'oxygène, elles sécrètent de l'EPO, ce qui permet à l'organisme de créer de nouveaux globules rouges. La diminution du taux d'oxygène dans le sang peut venir de deux facteurs principaux. Soit il y a un déficit en globules rouges, donc il manque des transporteurs pour amener l'oxygène, soit il manque de l'oxygène. Un bon exemple pour ça, c'est la vie à la montagne. L'air est plus pauvre en oxygène, alors pas en proportion, mais en valeur absolue. Il y a moins d'oxygène dans l'air.
Et c'est pour ça que les gens qui vivent en plaine galèrent un petit peu quand ils sont à la montagne. Ce manque d'oxygène va augmenter la sécrétion d'EPO, ce qui va augmenter la création des globules rouges dans le sang, ce qui va permettre de transporter mieux l'oxygène. Et je vous la fais relativement simple. Et ça par contre c'est du dopage naturel, l'entraînement en altitude. C'est d'ailleurs le principe des camps de base pour l'ascension des grands sommets. L'injection d'EPO c'est très simple, ça augmente le nombre de globules rouges au-delà du niveau normal. Alors c'est très pratique pour faire des efforts, mais ça va avoir quelques problèmes. Le principal c'est que ça va rendre le sang visqueux, très visqueux. Et donc il risque de stagner et de faire des caillots qui peuvent aller se loger dans des artères ou dans des veines. Quand ça bouge des artères du cœur, ça fait des infarctus, et les artères du cerveau, ça fait des accidents vasculaires cérébraux, et quand ça bouge des veines, ça peut faire des phlébites ou des embolies pulmonaires. Le problème, c'est que la nuit, on dort, et donc on est immobile. Et donc pour éviter de faire des caillots, les gens qui prennent de l'EPO sont obligés de se réveiller régulièrement la nuit pour aller faire du vélo d'appartement et ainsi faire circuler le sang. Admettez que c'est un petit peu n'importe quoi. Voilà, vous en savez un petit peu plus sur le dopage. N'oubliez pas qu'il peut toucher tous les sports pour plein de raisons différentes, mais que ça reste globalement de la triche et que c'est dangereux pour la santé. Donc, n'oubliez pas ce que disait l'ami Pierrot, l'important, c'est de participer. Voilà, ce nouvel épisode de Primum non nocere est à présent terminé. Merci à toutes et à tous de l'avoir regardé, j'espère qu'il vous a plu, j'espère comme d'habitude que vous avez appris des choses. Donc s'il vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager et à commenter. Au niveau du sapin de Noël, là sur ma droite, vous allez trouver toutes les petites choses dont vous allez avoir besoin pour suivre la chaîne. La page Facebook, la chaîne YouTube et bien évidemment maintenant le compte Twitter. En parlant de Twitter justement, il est toujours possible d'envoyer vos questions pour la première FAQ de Primum non nocere jusqu'au 15 décembre, donc au hashtag FAQPNN, donc FAQPNN tout attaché et en majuscule, hein, comme c'est marqué juste à côté, et pas de tiret comme j'ai pu le dire la précédente fois. Avant de nous quitter, je vais vous donner ma recette personnelle de l'EPO, qui est une recette que vous pouvez faire à la maison et qui est à peu près la seule qui soit autorisée par les instances internationales du sport. Alors elle est composée d'eau, de pastis et d'olive. Tout ça est à consommer bien évidemment avec modération. Le pastis est déjà dans le verre, hein, ça va plus vite. Un petit peu d'eau. Voilà. Bon alors normalement ça a consommé en terrasse, hein, mais là il pleut donc on fait ça à l'intérieur. Hein. Faut pas avoir peur d'aller en terrasse, hein, et pas se laisser impressionner. Donc moi il me reste plus qu'à vous souhaiter bon courage. Prenez soin de vous. Pensez à Pierrot. Et à très bientôt pour un nouvel épisode de Primum non nocere. Santé.